La Grèce est devenue une grande puissance maléfique et sur la place de la Constitution, le drapeau démocratie est à l'envers, lit-on dans L'Enfant grec de Vassilis Alexakis aux éditions Stock. Nous sommes au bord de la rupture, la marmite va exploser, dit un cardiologue dans le film Chaos. Nos invités ce matin, Vassilis Alexakis, bonjour. Bonjour. Emmanuel Laurentin a accepté de vous prêter au matin, puisque vous étiez lundi matin chez Emmanuel Laurentin en premier, mais bien sûr pour le mettre d'abord. Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Panayotis Grigoriou. Il faut bien que je dise Panayotis, hein, oui. On ne dit pas le G. Bonjour. Pour votre film Chaos. Chaos, c'est un film d'Anna Dimitrescu, dont vous êtes le fil rouge. Vous êtes, je le précise, Panayotis Grigoriou, blogueur de rebelle économique. Oui. Rebelle économique. On va dire blogueur ou plutôt blogueur des guerres. De guerre économique. Oui, ça veut dire quoi entre guillemets. Je suis toujours historien des guerres et des mentalités du XXe, mais finalement, nous assistons en Grèce à une sorte de guerre entre guillemets qu'on qualifierait de type économique. Donc voilà. Et vous, Vassilis Alexakis, on vous définit quoi comme écrivain et toujours en lice pour le prix Goncourt cette année? Oui, il me semble, oui. Écrivain franco-grec ou écrivain grec? Non, les deux, puisque j'utilise les deux langues, j'écris mes livres 2 fois, alors il faut quand même le reconnaître. C'est du boulot quand même. Oui, il faut bien vous travailler un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bon, je citais en exergue quelques comme ça formules qui sont dans vos livres, et il n'y a pas que celle-là. Il y a la Grèce d'aujourd'hui très présente dans un dialogue avec notamment le passé de la Grèce, et puis au fond ce qu'elle pourrait devenir. Reconnaîtrai-je la Grèce un jour quand j'y reviendrai, dit le narrateur de L'Enfant grec, et c'est un peu la même question. C'est ça les convergences extraordinaires qu'il y a dans vos livres et vos films. C'est un peu les mêmes questions qui se posent aussi dans Chaos, qui sort aujourd'hui, je le rappelle, où certains disent est-ce que dans 20 ans on reconnaîtra au fond la Grèce qui se décide aujourd'hui. Mais il se trouve que, regardez comme l'actualité est étrange, dans L'Enfant grec, Panayotis Grigoriou, Vassilis Alexakis imagine le grand Alexis Zorba dansant dans le Bundestag allemand avec des députés allemands. Eh bien, vous vous êtes totalement trompé, c'est l'inverse qui s'est produit, puisque hier était en visite, peut-être pour danser sur la place de la Constitution, qui sait, Angela Merkel en visite donc en Grèce. Quel regard portez-vous sur cette visite? Certains disent que c'est une catastrophe, qu'il ne fallait pas qu'elle y aille, que c'est de la provocation, d'autres disent au contraire que cela augure peut-être d'un meilleur dialogue et que c'est un acte assez courageux que Angela Merkel se rende en Grèce hier. Panayotis Grigoriou. Je pense déjà que cette visite a été précipitée. Et nous ne savons pas pourquoi. Il y a des éléments, on va dire, du dossier que nous ne connaissons pas. Et nous avons compris que dans l'accélération de notre crise, il y a eu une accélération dans l'accélération. Et c'est pour cette raison que Angela Merkel a voulu précipiter ses voyages. Et si elle voulait faire taire les rumeurs qui voudraient dire et laisser penser que les Allemands n'aiment pas les Grecs, comme les Grecs n'aimeraient pas les Allemands. Et si au fond c'était un geste profondément européen qu'avait voulu opérer Angela Merkel, j'essaie de me faire l'avocat d'Angela Merkel, ce qui est pas étrange, mais tout de même, après tout. Pourquoi est-ce que ça n'est pas interprété comme cela en Grèce, en tout cas sur les mouvements de manifestation qu'il y a eu hier? Parce que ce ne l'est pas. Il faut analyser l'événement aussi de cette façon-là. Je vais dire, un autre chef d'État ou chef de gouvernement qui serait venu en Grèce, il ne serait pas reçu de cette façon-là. Par exemple, le président français ou les premiers ministres turcs ou n'importe quel autre chef politique de notre pays. Et si la visite d'Angela Merkel a connu une situation, a rencontré plutôt une situation sur place si différente, c'est que cette visite-là ne s'inscrit pas dans une normalité. Il ne s'agit pas de relations bilatérales dans un cadre qu'on pourrait qualifier de partenariat. Donc il s'agit bel et bien d'autre chose.
Et on ne sait pas quoi, vous dites-vous? Oh si, nous avons une petite idée. La doxa en Grèce nous dirait, à tort, à raison, que le pays est vassalisé et qu'il s'agit donc de relations qui ne sont pas du tout des relations d'égal à égal. Et c'est pour cela que, pour reprendre un peu votre formule, je dirais que cette visite, malheureusement, n'est pas si européenne qu'on l'aurait souhaité, en tout cas. Vous pensez, Vassilis Alexakis, que M. Samara aura fait comme à la page 174, votre enfant grec? On devrait rappeler à l'Allemagne qu'elle nous doit toujours des dommages de guerre. C'est vrai, c'est une affaire un peu compliquée, cette histoire de dommages de guerre. Je pense qu'il y a peut-être eu des arrangements entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère allemand. Ce qui est sûr, c'est que la Grèce connaît une période semblable à celle de l'après-guerre civile, c'est-à-dire où, pour les gens, il n'y a plus d'autre issue que de partir à l'étranger. À l'époque, beaucoup de Grecs, 400 000 je crois, sont allés en Allemagne, puis aux États-Unis et en Australie. Et finalement, les Allemands auraient tort quand même de reprocher aux Grecs de ne pas travailler assez, puisque la prospérité allemande a été servie aussi par ces immigrés grecs qui sont allés s'installer en Allemagne. Mais malheureusement, il y a eu dans les années 90, tous ces Grecs de l'étranger qui envoyaient régulièrement de l'argent en Grèce ont pris leur retraite. Et ça était, je pense, un des éléments de la crise actuelle, que la Grèce ne reçoit plus cet argent, elle ne reçoit plus de l'argent des armateurs qui emploient des Asiatiques sur leur flotte. Et puis, il y a eu toute... mais pour revenir à Angela Merkel au voyage, moi, j'aurais aimé, vous savez, qu'elle aille à la présidence de la République, qu'elle aille place de la Constitution. Il faudrait quand même avoir un mot pour tous les gens, des vieux surtout, qui se sont suicidés sur cette place. Vous parlez il y a beaucoup 2 des mois, suicides. 3 mois, Oui, il y a eu une augmentation spectaculaire des suicides en Grèce. Et il faut quand même montrer un autre visage que celui du pur calcul économique. Moi, j'aurais aimé qu'Angela Merkel aille au bord de la mer passer un quart d'heure. Je crois qu'on ne va pas en Grèce si on ne prend pas le temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, de regarder la mer. Oui, c'est évident. Mais est-ce que Angela Merkel aurait fait ces gestes? C'est quand même... Je ne sais pas. En tout cas, apparemment, il ne l'a pas fait quand même. Et en tout cas, apparemment, alors ce qu'on note, si l'on donne des chiffres, et on ne peut pas trop en donner non plus, parce que c'est évidemment accablant, la crise grecque en quelques chiffres. Hein, le taux de chômage est passé de 8,5% en 2009 à 22% en mai 2012. Je cite les chiffres de votre film, hein, en l'occurrence. Le taux de chômage des moins de 25 ans est de 54% quasiment. 20% des Grecs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, et puis entre autres plus de 2000 Grecs se seraient suicidés depuis 2010 d'après l'organisation Climaka. Grigori Panayotis, Grigoriou. Ce n'est plus en réalité... Tout ça c'est dans le film, hein, vous le alors, montrez. Le film est un road movie. Hein. Oui, alors ce qu'on peut dire sur les films déjà, c'est que comme nous vivons une histoire accélérée, et nous avons cette impression, ce n'est pas qu'une impression, d'un changement du temps historique et de sa perception. Le film est là, pendant plusieurs mois, à capter cette accélération du temps historique, évidemment dans la douleur. Et il propose une vision d'en bas. Il y a aussi un côté qu'on pourrait qualifier des films ethnographiques quelque part, d'où un peu mon implication dans ces films étant les fils conducteurs. Donc le spectateur voit et entend une petite partie évidemment de la parole et des actes aussi qui sont produits sur place. Et il faut préciser que entre les moments où les films, on va dire, s'arrêtent et en ce moment, c'est-à-dire automne 2012, les choses se sont... Et la situation a changé et ça s'est encore et davantage accéléré.
Et je voudrais aussi préciser quelque chose concernant les chiffres. Il y a aussi la diminution du PIB grec qui s'élève à peu près il y a un taux de 20-24% en cumulé donc depuis les débuts de la crise. Et c'est là où on sait, mais on sent aussi ces changements qui étaient changements qualitatifs. Et c'est pour cela qu'on parle aussi des situations des guerres. Et c'est pour ça aussi que Chaos, le film, présente aussi la situation comme une situation des guerres sur place. Évidemment, ce n'est pas une guerre comme on l'aurait pu le penser. C'est-à-dire, on peut aller, par exemple, en Syrie ou ailleurs et faire un reportage et expliquer aux gens, vous savez, il y a la guerre, il y a les bombes, ou en Yougoslavie, en 1999. Je pense, et les films aussi essayent de le montrer, que nous vivons un moment historique qui ouvre un certain, pour paraphraser quand même les grands historiens, court 21e siècle. Et la Grèce fait partie de cette expérience et expérimentation et sans connaître les suites. Et on parle d'asphyxie, hein, du coup, d'un pays. C'est l'asphyxie, c'est quelque chose d'extraordinaire si on compare avec les vécus que les gens avaient dans le monde occidental depuis 20 ou 30 ou 40 ans. Nous vivons dans un pays où l'économie s'arrête, il y a plus d'argent, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de capitaux qui circulent. Et c'est comme si on éteint les lumières l'une après l'autre. Et... Alors, mais tout cela, c'est quand même, ça remonte au fond à quel moment, Vassilis Alexakis? Au moment où la Grèce est rentrée dans la zone euro, là aussi, moment toujours teinté de cette ironie dont vous êtes maître, Vassilis Alexakis. Vous dites, on accuse la Grèce d'être rentrée dans la zone euro par derrière, mais après tout, ne sommes-nous pas entrés dans le 3 grâce à l'art de la ruse? Mais oui, je pense que Angela Merkel, quand elle était élève au lycée, elle a dû admirer Ulysse, qui est entré dans Troie par ce stratagème. Alors aujourd'hui, qu'il soit très surprise que les Grecs aient quelque peu trafiqué les statistiques pour entrer dans la zone euro, il y a de quoi étonner quand même. Hein. Mais quelle était la question alors? Non, mais du coup, nous revenons sur la question de l'asphyxie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'au fond, tout un peuple aujourd'hui, visiblement, en tout cas, sa grande majorité, dit qu'il ne s'agit pas d'économie, visiblement. Il s'agit juste que les vies sont petit à petit détruites. Hein. C'est ce qu'on ressent dans le film Chaos. Vous disiez quand ça a commencé. Moi, je pense que les choses ont commencé à s'aggraver nettement une dizaine d'années après la fin de la dictature, sous un gouvernement socialiste du pape Andréou, père du récent Premier ministre et fils de notre Premier ministre. Il y a une dynastie Pape Andréou en Grèce, parce que dès qu'il a pris, c'était la gauche qui prenait le pouvoir pour la première fois quand même depuis la guerre civile, il a distribué de l'argent. Il a commencé à emprunter massivement à Londres, je crois, et distribuer de l'argent, évidemment, aux proches du parti. Il y a eu beaucoup de Grecs, il faut dire, qui se sont énormément enrichis, qui restent riches, qui ont profité des largesses des pouvoirs, qui ont la mentalité un peu ottomane, c'est-à-dire le pouvoir a l'impression qu'il doit acheter ses électeurs pour être sûr de leur fidélité. Donc nous sommes dans ce système-là et les choses se sont aggravées. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'Europe a eu l'air de ne pas savoir quelle est la véritable situation de la Grèce et de le découvrir en même temps que le plus illettré des pêcheurs grecs, n'est-ce pas? Et je ne comprends pas pourquoi l'Europe n'a pas réagi plus tôt sous des gouvernements de droite, parce qu'il y a 4 ans, on avait un gouvernement de droite, et là, l'Europe ne disait rien, les banques ne disaient rien. C'est quand même assez extraordinaire, c'était un secret de Polichinelle. Mais parce que la ruse d'Ulysse était imparable, Vassilis Alexakis. Voilà. Vassilis Alexakis et Panayotis Grigoriou, invité des matins de France Culture pour l'enfant grec chez Stock de Vassilis Alexakis. C'est le film Chaos d'Anna Dumitrescu qui sort aujourd'hui dans les salles. Mais
À 8h16, je vous présente, messieurs Alexakis et Grigorius, le suédois des matins de France Culture. L'allemand, je n'ose pas dire l'allemand. Le Bosch. Bon, l'Europe. Écoutez, en tous les cas, rappelons les faits un peu. Le second plan de secours à la Grèce adopté par l'Eurogroupe passait par l'effacement pur et simple de 107 milliards d'euros de dettes détenues par les banques et compagnies d'assurance européennes, 93 autres milliards de dettes publiques étant rééchelonnées. En outre, l'État grec devait recevoir, c'est en discussion, une aide de sauvetage de 130 milliards. Il ne faut pas se cacher que cette aide de 237 milliards d'euros, qui sera in fine payée par les contribuables des pays riches, et en particulier ceux de l'Allemagne, n'était pas inspirée uniquement par un sentiment de solidarité, il y entrait une part de calcul. Si on laissait se faire le Grexit, on risquait des faillites de banques, un phénomène de contagion, un effet domino qui aurait entraîné le Portugal, l'Espagne, voire l'Italie, pays également accablés de dettes. En échange de cette aide financière conséquente, le gouvernement grec s'est engagé à moderniser en profondeur le système productif et fiscal de son pays. Il ne sert à rien de verser toujours plus d'aide à un pays dont l'appareil productif est inadapté et dont trop de contribuables échappent à l'impôt, à un État qui prend l'eau de tous les côtés. Alors pour s'assurer que les réformes en question étaient bien appliquées, on a expédié à Athènes quelques centaines de spécialistes S-réformes, les fameux Men in Black. L'Allemagne et la Suède, par exemple, ont dépêché des experts en gestion des hôpitaux. L'Agence de coopération internationale a fourni ses experts en modernisation de l'administration. En clair, la Grèce a été placée à la fois sous perfusion et sous tutelle. Or, c'est un pays qui, pour des causes historiques connues, est assez chatouilleux en matière de souveraineté nationale. Il faut cesser de se voiler la face. Ces réformes ont échoué. Les ministres ont traîné des pieds sous la pression de leurs administrations. Les riches ont caché leur argent à l'étranger pour échapper aux impôts. Les Grecs ont eu l'austérité, ils n'ont pas eu les réformes. Et le pays s'enfonce dans une spirale récessive. Toujours moins de croissance, toujours moins de rentrée fiscale, toujours plus de rigueur pour tenter d'avoir moins à emprunter. Mais voyons maintenant les choses du point de vue allemand, puisque Merkel était hier à Athènes. Point de vue assez peu partagé par nos médias, qui s'identifient plutôt à la Grèce, ce qui est assez révélateur, soit dit en passant. Les sondages mettent Angela Merkel en bonne position pour les élections de septembre 2013. Mais ses alliés de la CSU et l'aile droite de son propre parti, à l'unisson d'ailleurs d'une opinion publique de plus en plus exaspérée, estiment, je cite Bild, que le contribuable allemand a été suffisamment saigné pour la Grèce. Des responsables de la CDU disent à haute voix qu'il vaudrait mieux que la Grèce quitte l'euro. Il faut savoir que selon le plus récent sondage en Allemagne, 2/3 des Allemands estiment qu'ils vivraient mieux sans l'euro. Or, la chancelière veut vendre l'euro à ses compatriotes, c'est pourquoi d'ailleurs elle s'affiche ces derniers temps en compagnie du père de la monnaie unique, Helmut Kohl, qui la déteste. La chancelière a renoncé à punir la Grèce pour faire un exemple, elle est venue à Athènes non pas pour apporter de nouvelles aides financières, mais pour signifier au monde et au marché financier que l'Europe ne laissera pas la Grèce quitter la zone euro et faire faillite, comme nombre d'économistes pensent qu'elle y aurait d'ailleurs intérêt. Pour contrer le sentiment anti-européen qui se développe en Allemagne, une campagne d'affiches a été lancée avec un slogan partout sur les murs « Je veux l'Europe ». Maintenant, il nous faut méditer sur l'exemple grec. Primo, il faut tenir ses finances publiques, si on ne veut pas se retrouver mis sous tutelle. Secondo, l'austérité ne peut se résumer à un effondrement de la demande intérieure et à la misère pour des secteurs entiers de la population. Tertio, la rigueur budgétaire, sans les réformes de structure, condamne une société au supplice du hamster enfermé dans une roue, si bien décrit par François Langlais à ce micro il y a quelque temps. Enfin, concernant ce qui est en train de se passer dans la zone euro, je recommande vivement la lecture de l'interview de Jacques Delors par Renaud Dehouze dans l'Alternative économique de ce mois-ci. Les Allemands ont imposé des règles et des mécanismes de contrôle sur les budgets qui ne sont pas à prendre à la légère. Je cite Delors, « Il y a un accord traitant des dettes et des budgets nationaux, l'Assemblée d'ailleurs a voté hier sa ratification, avec un tribunal qui sanctionne. Mais en revanche, il n'y a toujours pas de politique économique et sociale de l'Union économique et monétaire. » Fin de citation. Après les règles, va venir le tour des politiques. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Qui veut réagir, commenter, débattre, lancer le fer. Panayotis Grigorius, Vassilis Alexakis. Panayotis Grigorius. Je voudrais donc réagir en disant d'abord que il y a une vision économiste, une vision quelque part venue d'en haut, et puis il y a une vision vécue qui est la vision de la majorité des citoyens grecs
qui non seulement ont l'impression d'avoir perdu la souveraineté économique de ces pays, la souveraineté tout court, je dirais, mais aussi d'avoir perdu toute idée de l'avenir. Et à partir de là, tout argument sur les finances publiques, sur ce qui est bon ou pas bon, n'a plus cours. À partir du moment où on n'a plus aucune vision d'avenir dans une société, à partir du moment où on a déréglé ce qu'on pourrait appeler l'ordre du temps, donc on est dans une sorte de présentisme permanent, tout est possible. Sur l'Allemagne, je préciserai que les sentiments des Grecs, et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est que le pays n'est pas seulement sous tutelle, mais c'est un pays occupé par l'Allemagne. Et le propos est fort, peut-être il semble très fort ici, mais en Grèce, pas du tout. Qui paie contrôle ? Qui paie contrôle ? Non, ce n'est pas comme ça. Parce que, premièrement, l'euro est un mécanisme qui ne profite pas à certains pays de l'Union européenne, qui profite à l'Allemagne. L'euro, en réalité, d'après ce que nous avons compris, c'est plutôt la monnaie allemande, et il faut le dire. Et dans ces cas-là, il faudrait dire, premièrement, non au mémorandum, et si on avance les raisonnements un peu plus loin, ça serait non à l'euro, et probablement non à l'Union européenne. C'est-à-dire la sortie de la Grèce de l'Union européenne. Est-ce souhaitable? Est-ce possible? Est-ce, je dirais, une perspective d'avenir joyeuse? Je n'ai aucune idée. Mais je pense que là, il faut briser les tabous et dire les choses, je dirais, de la manière la plus claire, c'est-à-dire celle du vécu, et du vécu non seulement économique et économiste, qui d'ailleurs est un point de vue parfaitement légitime et intéressant, mais les points de vue du terrain. Vassilis Alexakis et Brice Couturier. Il y a énormément de choses à dire sur ces questions. La première qui me vient à l'esprit, c'est que tout de même, si on remonte à l'Antiquité, Périclès était tout à fait conscient que l'indépendance d'Athènes dépendait de l'état de la santé de ses finances. Mais c'est très drôle, vous le dites. Il faut relire Périclès, il faut relire Platon et Aristote, tous conseillaient l'épargne. C'est une lecture qui prendra un certain temps, évidemment, mais bien sûr, parce que Périclès savait que l'indépendance d'Athènes dépendait de ça. C'était un homme en plus très intègre, donc je pense que les politiques grecs auraient intérêt à le relire. Je pense aussi qu'il manque les politiques grecques d'audace, parce que, par exemple, elles ne taxent pas l'Église grecque, qui est richissime. La première entreprise... Mais parce que, dites-vous, parce que l'Église distribue de la soupe aux enfants en nécessité. Cette soupe, vous savez, on parle d'une Église richissime à qui appartient la plus grande partie du parc immobilier grec. On parle d'une Église qui a des hôtels, des stations-service, des cinémas, etc. Mais pourquoi cela n'est jamais arrivé? Parce que, pardonnez-moi, c'est quand même un serpent de mer, ça. Chaque fois qu'on fait une émission sur la Grèce et qu'on reçoit un grec, le grec nous dit il faudrait quand même taxer l'Église. Mais ça fait quoi, à peu près 20 ans qu'on dit ça? Mais c'est qu'on est sûr de perdre les élections si on contrarie l'Église. Parce que les curés, évidemment, sont des salariés de l'éducation nationale, parce qu'ils influencent la façon dont les jeunes grecs sont éduqués. Et puis, de temps en temps, effectivement, cette Église richissime, donc, distribue une soupe de haricots. Mais une soupe de haricots, je peux la faire moi aussi. Ça coûte rien, n'est-ce pas? Et je peux inviter 100 clochards à manger une soupe de haricots. Je n'ai pas besoin d'avoir une fortune aussi colossale. Donc, il y a des choses à voir de ce côté-là. Voilà. Et puis, il y a une chose qui est vraie, c'est que en Grèce, on n'a pas la culture française du un sou est un sou. On ne trouve pas ça dans la littérature grecque, on ne trouve pas ça dans la chanson. Aucune chanson ne vante l'épargne, ne vante l'épargne, etc. Au contraire, les chansons rappellent qu'on va bientôt crever, que de toute façon, ça sert à rien d'économiser. C'est aussi le point de vue de plusieurs philosophes présocratiques grecs qui disent qu'il ne faut pas amasser des fortunes comme si la vie durait tout le temps. Oui. Mais enfin, donc, ça, face à la Troïka et au FMI, c'est faible. Ça paraît, pardonnez-moi, mais... ça paraît un peu faible, mais je pense que la crise pourrait être quand même une occasion de revoir quel genre de vie nous avons envie de mener, n'est-ce pas? Parce que là, je pense que la Grèce pourrait apporter une contribution utile. Brice.
Alors, voyons un peu ce qui se passe. J'ai trouvé une formidable interview de vous, Panagiotis Grigoriou, dans la Tribune de Genève. J'ai de bonnes lectures. Ah, mais la Suisse. La Suisse, évidemment, on en revient toujours à la Suisse. Eux, quand il s'agit d'argent, précisément, ils ont les pieds sur terre. Et d'ailleurs, ils sont plutôt prospères, ça leur réussit. Donc, ils vivent plutôt pour l'avenir que pour le jour. Et finalement, c'est plutôt payant. Que ferait-on sans la Suisse ? Et puis, leurs salaires sont à peu près les doubles des nôtres. Ça fait un petit peu rêver, mais passons. Vous dites, parce que il faut voir que la Grèce aussi comme une espèce de laboratoire de ce qui pourrait nous arriver, parce que nous aussi on est en train de crever les planchers des dettes. Enfin là on vient de signer un traité qui nous contraint à y renoncer, mais qui sait pour l'avenir. Vous nous dites dans cette interview que la Grèce fait penser actuellement que c'est plus une économie de marché liée à un État souverain comme on a connu dans le capitalisme traditionnel, mais ça fait plutôt penser à un système de zone franche où en réalité comme l'État est épouvantablement endetté envers les entreprises qui ne payent plus du tout ce qu'il leur doit, celles-ci sont obligées de s'expatrier, d'utiliser leur filiale à l'étranger pour en faire en réalité la maison mère, et que donc peut-être qu'on est en train d'expérimenter là une espèce d'économie de type absolument nouveau qui n'a plus rien à voir avec l'État national et qui est en train de se disséminer. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait inspirer le reste de l'Europe finalement ? Voyons les choses de manière positive. Panagiotis Grigoriou, je rappelle que vous êtes historien, anthropologue et le fil rouge de Chaos. Puisque cette vision de l'économie et cette pratique de l'économie, premièrement, elle est à contre-pied de ce qu'on a connu du point de vue politique en Europe et dans le monde occidental, c'est-à-dire la démocratie. À partir du moment où vous instaurez ce type d'économie, vous n'êtes plus dans ces contrats... Dans l'État-nation, mais on est peut-être dans l'économie mondialisée future, celle qui est au-delà de l'État-nation. Et dans ces cas-là, nous ne sommes plus dans la démocratie déjà. Et dans les régimes de type occidental que nous avons connus, et par contre, il y a toujours un problème auquel il n'y a pas de solution, en tout cas apparente, c'est celui de l'État-nation. Existe-t-il et jusqu'où ? Quand il est mis sous tutelle, il n'existe plus. Oui, sauf que vous avez raison. Mais dans les faits, dans les représentations, il existe. Et pas seulement qu'en Grèce. Et un des problèmes de ce qu'on a appelé la construction européenne, c'était justement de ne pas tenir compte de ces faits, à tort, à raison, mais on peut le constater maintenant, et aller jusqu'à, par la suite, entre guillemets logique, instaurer ce type de nouvelle économie, et d'ailleurs sans les dire aux gens. Parce que dans un contrat social et dans un contrat démocratique, il faut annoncer. Je voudrais qu'on écoute quelques extraits de votre film qui sort aujourd'hui, Chaos, le film d'Anna Dumitrescu, signé Anna Dumitrescu, dont vous êtes, on pourrait dire, le personnage principal, le fil d'Ariane, c'est une métaphore facile, autour et tout au long de ce film. Écoutez donc Sissi, prof de dessin dans un collège à Athènes, qui s'inquiète terriblement des effets en cascade, évidemment, de la récession et de la crise en Grèce. Λοιπόν, καταρχήν να πω για τους μαθητές, οι οποίοι είναι παιδιά ανέργων. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι παιδιά που σχεδόν πεινάνε. Mes élèves, ce sont des enfants de chômeurs. Dans la plupart des cas, il s'agit d'enfants qui ont faim, qui viennent de familles qui ont faim. Nous faisons des collectes de nourriture. Des scènes incroyables se passent à la cafétéria. Des enfants achètent des sandwichs que d'autres leur volent. Ce sont des choses qu'on ne voyait jamais avant. Et après, moi, je leur demande du matériel de dessin. Sinon, comment peuvent-ils travailler ? Écoutez aussi cette autre professeure, Katerina Tanopoulou, professeure pour enfants en difficulté. 2 years ago, my salary was about 1,500 euros. Now, my salary is 900 euros after 24 years of work. Il y a 2 ans, mon salaire était de 1 500 euros. Maintenant, mon salaire est de 900 euros après 24 ans d'ancienneté. Vous comprenez donc que la situation est très difficile. Nous ne pouvons pas aller au théâtre. Nous ne pouvons pas sortir boire un café. Nous n'avons pas d'argent pour porter de beaux vêtements, pour notre culture, pour acheter un livre et lire. These simple things, simple life, they cut us our life. Ces choses simples, simplement la vie. Ils coupent nos vies, pas nos boulots, nos vies. Et nous devons nous battre pour cela. It's not our depth.
This is not our debt. It's their debt. Ce ne sont pas nos dettes, ce sont leurs dettes. They Et ils will paieront pay pour ça. for this, not us. Pas nous. Et puis donc Yorgos Cosmopoulos, cardiologue, toujours dans le film Chaos. That Greek society at the moment is not sleeping. Greek society at the moment is not relaxing. Greek society today is... Actuellement, la société grecque n'est pas endormie. Actuellement, la société grecque n'est pas détendue. La société grecque aujourd'hui est en ébullition. C'est une marmite au bord de l'explosion. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'il ne va pas se passer très longtemps avant que nous vivions tous une grande explosion. Now, so when is going to happen? Maintenant, quand est-ce que ça va se passer? Si ça se déroulera la semaine prochaine ou dans 6 mois, je ne suis pas un prophète, mais j'en suis certain. Voilà des extraits donc de votre film Chaos avec Anna Dumitrescu, Panayotis Grigoriou. Bon, mais ce que l'on voit là très clairement tout de même, c'est qu'indépendamment des questions économiques, la sociabilisation, enfin ce qui fait société, est noté, vu, observé comme étant de plus en plus en train de se déliter, de se fragmenter, voire de tomber. Vasilis Alexakis. Moi, je voudrais revenir juste un instant à la Suisse, pas parce qu'il y a plusieurs... C'était pas la tribune de Genève, c'était la tribune tout court, je suis désolé, je vais juste faire ce rectificatif. Mais ça nous donne l'occasion de parler de la Suisse, c'est plaisant toujours. Je voulais dire qu'il y a plusieurs Grèces, n'est-ce pas? Qu'il y a des îles grecques, Mykonos, Santorin, etc., où le revenu par tête d'habitant est supérieur à celui de la Suisse, n'est-ce pas? Bien sûr, mais cet argent, évidemment, ne profite pas à l'économie nationale, puisque les hôteliers, les restaurateurs, ceux qui ont des boîtes de nuit, ne songent pas du tout à investir, et semble-t-il qu'en hiver, ils vont jouer cet argent au casino de Monte-Carlo. Vous savez que certaines des îles grecques veulent être rachetées, les Russes veulent racheter certaines îles grecques, comme ils veulent investir en Crète, à Corfou, à Patmos, ils ont déjà racheté le PAOK grec. C'est parce que ça va si bien que ça que les Russes vont acheter les îles grecques? Pas que les Russes. Les Qataris achètent bien la France. Déjà, je reviens un peu sur cette question concernant la sociabilité et la socialisation qui est donc très bien démontrée qui est au cœur du film. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grèce n'est pas une société occidentale comme les autres, premièrement. Mais c'est une société, ou c'était plutôt une société où on avait un certain niveau de vie, et pas seulement qu'en termes économiques, avec tout ce qui est différent depuis historiquement. Et puis cette société n'est plus la même, et ce qui est détruit par l'économie, ou pour être plus précis par la finance, c'est la sociabilité et la culture. La culture au sens large, mais aussi au sens très précis. J'ai discuté avec des gens qui étaient donc des artistes à l'Opéra National d'Athènes et qui partent en Allemagne. Et d'ailleurs, très bien accueillis. C'est pas une question, je dirais, de comment être accueilli donc chez nos amis, si on peut dire allemands. C'est d'autres choses qu'il s'agit. Cette enseignante, je précise, pour ceux qui verront le film, il y a quand même une suite dans son histoire. C'est-à-dire, elle a quitté son appartement. Elle a quitté son appartement parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Donc, elle est allée habiter un appartement appartenant à sa famille. Et sa situation ne s'améliore pas comme la situation de tout un chacun, d'ailleurs, dont la mienne. Et c'est très important que de comprendre que lorsqu'on est dans l'asphyxie, qui est une asphyxie de vie, de sociabilité, des liens sociaux, des liens quotidiens, et on est dans la survie, tout peut basculer. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut expliquer le succès de Aube Dorée, donc, le parti néo-nazi grec, qui aujourd'hui représente en tout cas 22% de la population grecque? Non, 7%.
7%. 7%. Non mais 7% d'élus au Parlement. Mais des sondages disent qu'il y aurait de 20 à 22% de gens qui ne voient pas d'un mauvais œil le parti obdoré. Évidemment, 7% d'élus, oui, mais un plus haut pourcentage de plutôt bonne opinion. Bon, je prendrai je dirais le problème différemment. Si l'Obdoré avance, le premier coupable, c'est la Troïka. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement parce qu'il y a cette politique qui modifie de fond en comble la société et les représentations, et surtout les représentations de l'avenir, mais c'est aussi parce que dans un premier gouvernement de coalition sous le banquier M. Papademos, on avait déjà un parti d'extrême droite populiste, un certain M. Karatzaferis, qui a banalisé les thèses de l'extrême droite. Pour ensuite, son parti a été, on va dire, laminé pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire parce qu'il a participé à ces gouvernements-là. Ces élus sont allés et siègent maintenant au Parlement ayant incorporé les partis de la Nouvelle Démocratie, qui est donc la droite dite classique. Et les thèses donc d'extrême droite, dans un premier temps, ont été banalisées d'en haut. Et là, vraiment, ce que j'appelle les troïkans, la Commission de Bruxelles, ils n'ont pas eu un seul mot à dire. Donc ça, c'était le premier stade. Et le deuxième, effectivement, ce qui a été évoqué, c'est-à-dire dans une société où cette vision de l'avenir n'est plus, tout peut arriver. Vassili Selexakis, et puis Caroline Eliachev a une question. Oui, Vassili Selexakis. Oui, moi, la détresse grecque, au moins pendant la période où j'écrivais le roman, puisque mon narrateur ne peut pas bouger, il a une grosse opération que vous contestez, mais enfin... C'est une rupture d'anévrisme du genou, franchement. Que j'ai réellement subi, et j'ai été bloqué dans le... Ah, parce que le narrateur, du jardin du Luxembourg. Avancez-vous. Et je pensais beaucoup à la Grèce, évidemment, et bon, et j'en parle pas mal, mais la détresse grecque m'a fait penser à la détresse des gens en France. Parce que j'ai deux clochards dans le livre, et j'ai voulu savoir, l'un italien, l'autre, on ne sait pas d'où il sort, et j'ai voulu savoir s'ils ont des mots particuliers, ces clochards, dans le cas où j'aurais à les faire parler. Et j'ai découvert ainsi une institution qui s'appelle La Moquette, qui est dirigée par les Compagnons de la Nuit, à Paris, un local en sous-sol, où les clochards se réunissent à partir de 9h30 du soir, uniquement pour parler. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de douche, pas de lit, il n'y a rien. Et entre 9h30 du soir et 2h du matin, ils parlent. Et effectivement, là, j'ai eu le sentiment de me rapprocher énormément de la Grèce en les écoutant parler. Enfin, tout à l'heure, notre ami citait le cas de cette institutrice qui s'est trouvée à la rue, mais c'est très facile aujourd'hui de se retrouver à la rue à Paris. Et je voulais dire que j'ai à cette occasion appris un mot terrifiant qui n'existe pas qui n'est pas dans le Robert, c'est le mot asphaltisation. On l'applique aux clochards qui ont renoncé à tout, qui envisagent de mourir et qui se fixent sur un trottoir avec la décision de ne plus jamais bouger jusqu'à la mort. On dit qu'il est en état d'asphaltisation. C'est terrifiant, c'est un peu aussi ce qui se passe à la fois en France, dans certains milieux, et en Grèce, beaucoup plus largement, évidemment. Il est vrai qu'avant même que l'on sache ce qu'il a et que l'on voit la Grèce défiler dans votre roman, Vassili Selexakis, il y a cette phrase que le personnage, le narrateur, a l'impression de cheminer au milieu d'une tempête de météorites avec ses béquilles, et au fond, cette tempête de météorites, on fait facilement, tout d'un coup, l'association avec ce qui se passe en ce moment en Europe et notamment en Grèce. Caroline Eliachev. Oui, je suis frappée en vous écoutant par plusieurs choses. La première, c'est la tendance que vous avez à rendre responsables de vos malheurs d'autres que les Grecs eux-mêmes, c'est-à-dire c'est toujours l'extérieur, la Troïka, les Allemands, etc., etc. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement plusieurs Grèces. Vous le dites très bien, il y a des gens très riches en Grèce et d'autres qui sont vraiment très pauvres. Et il y a ce sentiment vraiment de désespérance. Et je me demande quand même si le rôle de vos dirigeants politiques n'est pas
extrêmement délétère, c'est-à-dire d'être incapable à la fois de vous faire comprendre que, bah oui, il va falloir faire des économies et de faire payer aussi ceux qui peuvent payer et aussi de vous redonner un peu d'espoir. On a l'impression qu'il y a un fossé incroyable. Hein, vous dites, il y a l'économie et puis il y a ce qu'on ressent. Mais entre l'économie et ce qu'on ressent, il y a vos hommes politiques. Oui. Je n'ai jamais dit que... Panagiotis Grigoriou. Oui, les Grecs ne sont pas responsables. Restez bien devant votre micro. Mais je situe la responsabilité un peu plus près de ce qu'on pourrait appeler la continuité culturelle et historique. Je pense que la société grecque a eu et a toujours un problème vis-à-vis de la modernité, vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la préparation, qu'on peut mettre entre guillemets, de la mondialisation. Et la responsabilité des gens est aussi, et d'emblée, une responsabilité d'accepter un système politique tel qu'il est et tel qu'il a fonctionné. C'est de ne pas réfléchir suffisamment, mais pas depuis que la Troïka est là, depuis 20, 30 ans, et d'adopter un mode de vie qui est un mode de vie qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait dans ce pays depuis des siècles. Et d'ailleurs, Cornelius Castoriadis avait dit à un moment donné que ce qui s'est passé dans l'espace égéen, c'est-à-dire cette harmonie avec les paysages, les manières de vivre, les manières de se représenter, les temps et l'espace ont été brisés en 20 ans. Et en 20 ans, donc, il a dit ça dans les années 90. Donc, en réalité, c'est à peu près la période de l'entrée de la Grèce dans ce qu'on appelait la CE à l'époque. Je pense que, de ce point de vue-là, d'une manière plus philosophique, si vous préférez, effectivement, les Grecs sont responsables. Sont responsables puisque eux, éventuellement, d'autres peuples aussi qui sont dans des situations analogues, n'ont pas réfléchi suffisamment. Ce qui est très étonnant, et peut-être étonnant entre guillemets, c'est que nous sommes dans des sociétés où il y a beaucoup d'informations. Théoriquement, les gens auraient pu être mieux informés, lire, prendre le temps, comprendre, être plus exigeants vis-à-vis des dirigeants. Ça ne s'est pas fait. Et pour répondre aussi à votre question, je pense que la politique grecque est désastreuse et depuis au moins 30 ou 40 ans. Il faut quand même dire que c'est le parti qui est au pouvoir, la Nouvelle Démocratie, c'est celui qui a plongé la Grèce dans le chaos en trafiquant les comptes et en s'enfonçant dans une dette publique insoutenable. Et ça pose une question plus générale de responsabilité du leadership politique en Europe en général. On est loin des générations Kohl, Mitterrand, Delors, où on avait des pilotes dans l'avion. On est dans une Europe, c'est pour ça que je citais cette interview de Delors, elle est formidable dans l'Alternative économique, il faut absolument la lire, parce qu'on est dans une période où tout est piloté par des règles, par du droit, et ce droit va s'appliquer maintenant de manière extraordinairement sévère. Les États qui vont dépasser les 3% seront punis par des milliards d'amendes. Donc c'est sérieux. Mais on a une régulation, c'est l'Europe régulée par le droit, mais on n'a pas de pilote dans l'avion. On est en pilotage automatique et nous ne savons pas où nous allons. Et c'est ça quand même le problème de fond. Et Delors le dit très bien dans cette interview. Panagiotis Grigoriou, oui. Oui, je voudrais aussi revenir sur l'affaire de l'Église. Voilà une interrogation, une aporie. C'est pourquoi, comment se fait-il que historique... La question revient quand même tout le temps. Oui. On se dit, bon, c'est étrange que ce ne soit pas réglé, entre guillemets, cette histoire-là. C'est une question qui n'a pas été réglée. Il y a l'Église, il y a les armateurs, il y a des clans formidables en Grèce qui ne sont pas touchés par le pouvoir, et finalement, ce sont ceux qui n'ont pas profité de cette prospérité qui sont appelés à payer les pots cassés. C'est ça, malheureusement, c'est ça la vérité, et c'est ça le drame, je pense, de la Grèce. Et en même temps, évidemment, un manque. Je ne pense pas que l'économie grecque ira mieux quand les Grecs n'auront plus un sou du tout.
Je pense qu'il n'y a pas... Comment imaginez-vous la Grèce dans 20 ans? Est-ce qu'on peut faire de la politique fiction, de la société fiction? Oui, moi je l'imagine un peu dans le roman, effectivement. Voilà. J'imagine, vous savez, que que tous les gens du Nord qui ont de l'argent rêvent de toute façon de finir leur jour en Grèce. Quand même, la mer grecque est plus agréable que la Baltique, n'est-ce pas? Donc, et que finalement, on va devenir un genre de maison de retraite pour toute l'Europe du Nord. La Floride de l'Europe. Et qu'il faudra la Floride de l'Europe. Et cela confirmerait que le tourisme sera le moyen de redresser la Grèce une fois pour toutes? Non, il faudra d'urgence investir dans des cimetières, parce que tous ces gens-là, il faudra les enterrer quand même. C'est un régal. Vous allez venir tous les jours, Vassilis. Oui, non. Panagiotis Grigoriou, pour terminer sur cette question, que la Grèce dans 20 ans, est-ce qu'au fond... Alors, est-ce que si tous ces efforts, et plus que des efforts, parce que l'on voit aujourd'hui sur l'austérité et la rigueur grecque, et si cela portait ses fruits, est-ce que dans 20 ans, la Grèce se dira, bon, il fallait en passer par là, mais les choses sont redressées, ou est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive, c'est voué à l'échec, et notamment avec les questions aussi politiques et de l'extrême droite, dont on n'aura pas parlé ce matin, mais... Je pense que si on continue dans cette voie, ça sera l'échec. C'est déjà l'échec, et je n'ai pas de prévision, parce que comme notre univers est un univers chaotique, justement, et quelque part dans l'impasse, on ne peut pas imaginer quelle société et quel pouvoir on aura en Grèce dans 20 ans. En tout cas, la Grèce que l'on parcourt avec vous aujourd'hui, il faut la voir dans le film Chaos, donc d'Anna Dumitrescu et avec vous, Panagiotis Grigoriou, Chaos qui sort dans les salles aujourd'hui. On peut aussi vous suivre sur votre blog. Vous donnez l'adresse de votre blog? Oui, c'est greekcrisis.gr ou Greek Crisis Now Blogspot. Bon, et on la mettra sur le basket. Voilà, oui. Et puis bientôt un livre, Le Cheval est Troïcan chez Fayard, mais on attend la parution que vous êtes en train de terminer. Je voudrais pour terminer deux, trois petits mots avec Vassilis Alexakis pour son enfant grec, dont on espère que vous aurez le Goncourt, qui est évidemment une fois de plus, mais magnifique. Je voudrais qu'on fasse comme une adresse un peu comme ça, mystérieuse et secrète à des gens qui ne l'entendront pas, à quelques réfugiés syriens à la frontière turco-syrienne qui, vous savez ce qu'ils font pour passer le temps, ces profs d'arabe ou de français syriens qui ont déserté l'armée pour pas tirer sur leurs copains. Ils jouent à 100 mots d'eau. Vous savez ce que c'est, 100 mots d'eau? Pas du tout. C'est une contraction. Ils jouent tantôt à Sancho Panza et tantôt à Quasimodo. Et dans votre livre court, vraiment, oui, il faut passer le temps. Tous ces personnages, ils sont, bien sûr. Ils sont dans votre livre. Qu'est-ce qui explique la permanence comme cela dans la littérature de Cervantes, de Don Quichotte et de Quasimodo et de Victor Hugo tout court? Oui, vous savez, c'était un vieux projet. Je voulais toujours retrouver mes amis d'enfance, tous ces personnages-là. Et en faire un livre. Avec qui je jouais dans un petit jardin en Grèce. Et avec Tarzan, bien sûr, que j'imagine dans les arbres, dans un arbre au Luxembourg, et Tarzan qui est très étonné par les bâtiments autour, les immeubles, parce qu'il se dit il y a de la place dans les arbres pour tout le monde. Pourquoi ne fait-on pas des maisons dans les arbres? C'est une façon de revoir la société. Vous qui participez au Décraqué, c'est pas mal, 100 mots d'eau, Sancho Panza, Quasimodo. Mais ça, je trouve ça formidable. Et bon, moi je me suis trouvé coincé là dans le Luxembourg, donc comme je n'ai plus d'autres familles, enfin mes parents sont morts, mon frère est mort, donc je me suis dit qu'au fond cette petite famille que j'ai eue autrefois dans le jardin d'Athènes pourrait me tenir compagnie dans le Luxembourg. Et effectivement, ils sont tous là. Ils sont là sous forme de marionnettes, sous forme de scènes de romans, parce que Les Misérables, il y a des scènes dans le Luxembourg, dans Les Illusions perdues. Il y a Richelieu qui habitait ce coin. Donc je me suis dit, mais c'est formidable. Ils sont tous là pour m'accueillir. Et évidemment, Victor Hugo qui m'a donné le titre du livre, parce que ça nous renvoie toujours à la crise grecque, parce que Victor Hugo fait l'éloge évidemment de la guerre d'indépendance grecque au début du 19e siècle. Il s'adresse à un petit enfant très malheureux au milieu des ruines et lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te consoler. » L'enfant dit à la fin « Je veux de la poudre et des balles. » Et ça me fait penser aux indignés de la place de la Constitution à Athènes qui demandent un peu la même chose, de la poudre et des balles. Et curieusement, évidemment, l'enfant de Victor Hugo, tel qu'il le décrit dans le poème, c'est un enfant blond aux yeux bleus. Alors je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi un petit Français, cet enfant?
L'enfant grec, Vassilis Alexakis, chez Stock, et puis Chaos, les visages humains de la crise grecque, Anna Dumitrescu, Panagiotis Grigoriou. C'est un film qui sort aujourd'hui sur tous les écrans.